Michaël Dupont travaillait comme agent sanitaire dans un petit hôpital de province depuis 15 ans. Au fil des années, il s'était habitué au silence, au froid et à l'odeur de formaldéhyde qui imprégnait ses vêtements au point que sa femme, Claire, l'obligeait à se changer dès qu'il franchissait le seuil de leur modeste appartement. À 42 ans, Michaël était un homme ordinaire, de taille moyenne, avec une calvitie naissante et des yeux gris fatigués, témoin d'une vie marquée par trop de tristesse. Le vendredi soir promettait d'être calme. Son supérieur était parti chez lui dès 18 heures, laissant Michaël terminer son service en solitaire. Sa routine habituelle consistait à vérifier la température des chambres froides, s'assurer que toutes les portes étaient verrouillées, puis faire un dernier tour des couloirs. Après cela, il pourrait rentrer chez Claire, qui avait sûrement déjà préparé le dîner et allumé la télévision. Alors qu'il avançait dans le long couloir du sous-sol de l'hôpital, il entendit un léger bruit provenant de la chambre numéro 7. Il s'arrêta, tendant l'oreille, mais le silence enveloppa à nouveau l'endroit. « C'est sûrement mon imagination », pensa-t-il en poursuivant son chemin. « Michaël » l'appela une voix douce. Son cœur fit un bond, mais il se força à ne pas céder à la panique. Au fil des ans, il avait entendu toutes sortes de bruits dans l'hôpital, des grincements, des coups, des chuchotements. Le vieux bâtiment avait sa propre vie. Les tuyaux grondaient, le métal se dilatait et se contractait. Rien de surnaturel. « Michaël, viens ici. » La voix était claire, et maintenant Michaël savait avec certitude qu'il s'agissait d'une voix féminine, émanant de la chambre numéro 7. Ses mains tremblèrent alors qu'il se dirigeait lentement vers la porte en métal. Dans cette chambre se trouvait Aline Borot, une femme de 35 ans, amenée ce matin-là. Selon les documents, elle était morte d'un arrêt cardiaque. Michaël se souvenait de son visage, des traits délicats, de longs cheveux bruns, une peau pâle. Une beauté typique, emportée trop tôt par la vie. « Michaël, n'aie pas peur. Ouvre la porte. » Sa voix était calme, presque douce. Michaël s'approcha lentement de la porte de la chambre. Ses doigts tremblaient alors qu'il tournait la poignée. Un souffle d'air froid lui frappa le visage, mais cela n'était rien comparé à ce qu'il découvrit. Aline Borot était assise sur la table en métal, ses jambes pendant dans le vide, un léger sourire sur les lèvres. Elle était vivante, indéniablement vivante. Ses yeux le fixaient avec une détermination et une étrange assurance. « N'aie pas peur », répéta-t-elle en remarquant que Michaël se pressait contre le chambranle de la porte. « Assieds-toi, nous devons parler. » Michaël était pétrifié. Tout ce qu'il croyait savoir sur la réalité s'effondrait. Les morts ne reviennent pas à la vie. Elle ne parle pas et ne sourit pas. « Je sais que tu penses que tu es devenu fou », continua Aline en sautant du table. « Mais crois-moi, je n'ai jamais été morte. J'ai juste très bien fait semblant. »« C'est impossible », murmura Michaël. « J'ai moi-même constaté ton décès. Pas de pouls, pas de respiration. » Aline s'approcha de lui, et Michaël sentit la chaleur de sa peau. « C'est un médicament spécial », expliqua-t-elle. Il ralentit le rythme cardiaque au minimum. La respiration devient presque imperceptible. Pour un médecin ordinaire, j'avais l'air morte. Pour toi aussi. Mais l'effet dure 12 heures. Michaël s'assit sur une chaise à l'entrée de la chambre. Sa tête tournait à cause de tout ce qui se passait. Pourquoi, parvint-il à articuler. Parce que mon mari voulait me tuer, répondit Aline avec sérieux. Et le seul moyen de rester en vie, c'était de mourir. Elle s'assit à côté de lui sur une autre chaise, généralement utilisée pour les visiteurs lors des identifications. Mon mari, c'est Vassili Borot. Peut-être as-tu entendu ce nom. On l'appelle aussi le baron. Ce n'est pas un homme avec qui il vaut mieux plaisanter. J'ai essayé de le quitter, j'ai demandé le divorce. Mais il m'a dit qu'il me tuerait avant de me laisser partir. Michaël hocha la tête.
Le nom de Vassili Boro était effectivement connu. Un chef criminel, propriétaire de plusieurs restaurants et sociétés de construction. Une personne à éviter. Et donc, continua Aline, j'ai décidé de mourir. J'ai un médecin ami qui m'a aidé à obtenir le médicament. Hier soir, je l'ai pris, j'ai appelé les secours, j'ai dit que je ne me sentais pas bien. J'ai laissé la porte ouverte. Quand les médecins sont arrivés, j'étais déjà dans un état proche de la mort clinique. Mais pourquoi me racontes-tu tout ça, demanda Michael, commençant à reprendre ses esprits. Aline le regarda droit dans les yeux. Parce que j'ai besoin de ton aide. Demain matin, mon mari viendra ici pour m'identifier. Il doit être convaincu que je suis morte. Ensuite, il te demandera d'organiser la crémation rapidement et sans poser de questions, sans témoin. Il te paiera pour ça. Et que veux-tu de moi pour que tu acceptes? Prends son argent, fais semblant de préparer mon corps pour la crémation. Et quand il sera parti, aide-moi à sortir d'ici. Michael secoua la tête. C'est de la folie. S'il découvre. Il ne découvrira pas. J'ai tout prévu. J'ai des documents, de l'argent, un billet d'avion. Dans un jour, je ne serai plus dans cette ville. Je disparaîtrai pour toujours. Aline se pencha un peu plus près de lui. Michael, je sais combien tu gagnes. Je sais que ta femme rêve d'un nouvel appartement et que tu économises chaque centime. À partir de ce jour, tu deviendras millionnaire. Je te paierai 1 million d'euros pour ton aide. Michael sentit son esprit s'embrouiller. 1 million d'euros. C'était plus que ce qu'il pouvait imaginer. Un nouvel appartement pour Claire. La possibilité d'aider leur fille, Camille, à l'université. Des voyages dont ils avaient toujours rêvé. D'où as-tu tant d'argent, demanda-t-il. J'ai été la femme de Vassili Boro pendant 15 ans. 15 ans à voir, entendre et savoir beaucoup de choses. Je sais économiser et me taire. J'ai des comptes que mon mari ignore. Et j'ai des informations qui valent plus que n'importe quel argent. Aline se leva et s'approcha de la fenêtre de la chambre, donnant sur le couloir. Demain à 10 heures, Vassili viendra ici. Il identifiera le corps, te paiera pour la crémation. Tu prendras l'argent, accepteras toutes ses conditions, et quand il sera parti, tu m'aideras à sortir. Le soir même, je ne serai plus dans cette ville. Et si je refuse? Aline se tourna vers lui, alors je trouverai un autre moyen, une autre personne. Mais crois-moi, Michael, cette chance ne se représentera pas. 1 million d'euros pour une journée de travail. Michael regardait cette femme et réalisait que sa vie était à un tournant décisif. Il pouvait refuser, appeler la police, tout raconter et rester le même agent sanitaire de l'hôpital avec un salaire de misère. Ou il pouvait prendre le risque et obtenir ce dont il n'avait même pas osé rêver. D'accord, murmura-t-il finalement. Je t'aiderai. Aline sourit, et Michael remarqua que son sourire était vraiment beau. Alors prépare-toi, dit-il. Allons boire un thé. Et ensuite, prépare-toi à être morte. Aline Boro buvait son thé avec un sandwich dans la salle de repos de l'hôpital, réfléchissant à la façon dont sa vie avait pris ce tournant. 15 ans plus tôt, elle était une étudiante ordinaire dans un institut pédagogique, rêvant de travailler avec des enfants et croyant en un avenir heureux. Tout avait changé une nuit de mars, alors qu'elle rentrait chez elle après un séminaire tardif. Ce soir-là, elle avait été attaquée par 3 hommes ivres dans une ruelle sombre. Ils ne voulaient pas seulement de l'argent. Leurs intentions étaient bien plus sombres. Aline avait crié, résisté, mais les forces étaient inégales. Et puis il était arrivé, Vassili Boro, alors jeune homme au regard déterminé et au poing lourd. Il avait mis les agresseurs hors d'état de nuire, avait emmené Aline à l'hôpital, puis l'avait visitée pendant plusieurs jours, lui apportant des fleurs et des fruits.
Aline était tombée amoureuse de son sauveur. Vassili était beau, fort, sûr de lui. Il prononçait de belles paroles sur sa volonté de toujours la protéger, sur leur bonheur futur. Aline ne savait pas alors ce que faisait réellement son élu. Elle ignorait que la belle voiture avait été achetée avec de l'argent mal acquis, que les cadeaux coûteux étaient payés du sang d'autres personnes. Les premières années de mariage ressemblaient à un conte de fées. Vassili l'entourait de luxe. Il voyageait, vivait dans une belle maison. Elle avait les plus belles tenues et bijoux. Aline fermait les yeux sur les appels étranges la nuit, sur les gens à l'air maussade qui venaient chez eux, sur les blessures que son mari rapportait parfois. Tout avait changé lorsqu'elle avait accidentellement surpris une conversation téléphonique entre Vassili et ses acolytes. Ils discutaient de l'assassinat d'un concurrent, propriétaire d'un restaurant voisin qui avait refusé de vendre son entreprise. Ils en parlaient calmement, comme s'il s'agissait d'acheter des provisions. Aline avait alors compris qui elle avait épousé, mais il était déjà trop tard. Vassili ne cachait pas son véritable métier à sa femme, au contraire, il en était fier. Il lui parlait de ses affaires, lui montrait des photos de concurrents qui ne posaient plus de problème. Aline était devenue une prisonnière dans une cage dorée. Belle, soignée, mais prisonnière tout de même, elle avait tenté de fuir 2 fois. La première fois, Vassili l'avait retrouvée au bout de 3 jours, l'avait battue et enfermée chez eux pendant 1 mois. La deuxième fois, il l'avait retrouvée au bout d'1 semaine et avait frappé non seulement elle, mais aussi son ami qui l'avait aidé à se cacher. Son ami avait fini à l'hôpital avec une côte fracturée et une commotion cérébrale. « Tu es ma femme », disait Vassili après chaque tentative de fuite. « Ma propriété, et je ne te laisserai à personne. Je préfère te tuer que de te laisser partir. » Aline avait cru à ses paroles. Elle avait vu comment il tenait ses promesses envers d'autres. Elle savait qu'elle ne ferait pas exception. Les années passèrent. Aline avait appris à jouer le rôle de la femme soumise d'un chef criminel. Elle souriait en public, portait de belles robes, se taisait lorsque son mari parlait de ses affaires en sa présence. À l'intérieur, elle mourait lentement, mais extérieurement, elle était l'épouse parfaite d'un homme d'affaires prospère. Mais il y a 6 mois, tout avait changé. Aline avait entendu par hasard Vassili parler au téléphone avec son premier assistant, Nicolas. Ils discutaient d'elle, elle devenait un problème, disait Vassili. Elle savait trop de choses, faisait trop souvent des scènes. Et ces histoires de divorce. Et qu'elle irait à la police ? Que devrions-nous faire ? Avait demandé Nicolas. La même chose que nous faisons avec tous les problèmes. Nous les éliminons. Aline avait alors compris qu'il lui restait peu de temps. Vassili prévoyait de l'éliminer et le ferait de manière discrète, un accident, une maladie, n'importe quoi, sauf un meurtre manifeste. Il ne pouvait pas se permettre un scandale dans la presse. C'est alors qu'était né le plan d'une fausse mort. Aline avait passé 2 mois à préparer son coup. Elle avait trouvé un médecin prêt à l'aider pour une somme conséquente. Le docteur Serge Tikhonov travaillait dans une clinique privée, avait des problèmes de dette de jeu et était prêt à tout pour de l'argent. Il avait obtenu un médicament utilisé dans des expériences scientifiques pour plonger des animaux de laboratoire dans un état d'anabiose. C'est très risqué, l'avait averti le médecin. La moindre erreur dans le dosage, et tu mourras vraiment. Mieux vaut risquer et avoir une chance de vivre que d'attendre une mort certaine, avait répondu Aline. Elle avait encore passé 1 mois à cacher de l'argent, préparer des documents, planifier sa fuite. Elle avait une sœur, Nina, au Kazakhstan, qui ignorait les problèmes d'Aline, mais lui avait toujours dit que sa porte était ouverte pour elle à tout moment. La veille au soir, Aline avait pris le médicament. Le calcul était précis. 1 heure après la prise, elle entrerait dans un état indistinguable de la mort. La durée de l'effet était de 12 heures. Pendant ce temps, son corps devait arriver à l'hôpital, et le lendemain matin, son mari devait venir pour l'identifier.
Aline connaissait suffisamment Vasily pour prévoir ses actions. Il voudrait se débarrasser du corps le plus rapidement possible. Il demanderait une crémation, paierait l'agent sanitaire pour une exécution rapide, et dans un jour, il ne resterait même pas de cendre d'Aline Borot. Mais Aline ne comptait pas devenir de la cendre. Elle voulait disparaître et commencer une nouvelle vie sous un autre nom dans un autre pays. Allongée sur le canapé de la salle du personnel de l'hôpital, elle pensait à Michaël Dupont. Elle avait étudié son dossier un mois auparavant, lorsqu'elle planifiait son opération. Elle savait qu'il était un homme honnête, pas riche, avec une famille, qui avait désespérément besoin d'argent. Elle savait qu'il n'hésiterait pas à accepter 1 million d'euros si le risque était minimal. Michaël avait accepté de l'aider, et maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le lendemain matin. Aline ferma les yeux et tenta de s'endormir. Demain serait un jour très important, le jour de sa seconde naissance. Mais pour l'instant, il fallait rester morte. Le samedi matin, Michaël prépara Aline Borot à la rencontre avec son mari. Elle avait déjà pris une dose minimale du médicament pour accélérer son retour à la vie, et sa respiration était à peine perceptible. Son pouls était faible, mais elle se préparait à ce qui allait suivre. À 8 heures du matin, Aline ouvrit les yeux. « Comment te sens-tu » demanda Michaël, inquiet. « Comme après une grosse cuite » admit-elle en se redressant lentement. Sa tête tournait légèrement, et elle se sentait un peu nauséeuse. Mais ça passera dans 1 heure ou 2. Ils discutèrent alors du plan à suivre. Aline devait se recoucher et faire semblant d'être morte. Lorsque Vasily arriverait, Michaël devait agir naturellement, accepter l'argent pour la crémation et faire preuve de compassion envers le mari. À 9h30, une voiture noire, une berline de luxe aux vitres teintées, se gara devant le bâtiment du funérarium. Michaël observa par la fenêtre alors que 3 hommes en sortaient. L'un d'eux, grand et large d'épaules, vêtu d'un costume noir coûteux, était sans aucun doute Vasily Borokov. Les 2 autres semblaient être des gardes du corps ou des assistants. Michaël se précipita dans la chambre numéro 7. « Ils sont là » chuchota-t-il à Aline. Elle hocha la tête et se coucha sur la table, fermant les yeux. En quelques secondes, elle avait de nouveau l'air morte, pâle, immobile, avec une respiration à peine perceptible. Les hommes entrèrent dans le bâtiment, leurs pas résonnant dans le couloir. Michaël sortit à leur rencontre, essayant de paraître détendu. « Je suis Vasily Borokov », se présenta l'homme en montrant son passeport. « Je suis ici pour identifier le corps de ma femme. » Sa voix était grave et rauque, trahissant une légère fatigue. Vasily semblait plus âgé que ses 40 ans, avec de profondes rides autour des yeux et des mèches grises dans ses cheveux sombres. Son visage était dur, ses yeux froids, celui d'un homme habitué au pouvoir et qui ne tolère pas les objections. « Bien sûr, entrez » répondit Michaël. « Je suis désolé pour votre perte. » Il conduisit les hommes à la chambre numéro 7. Quand Michaël ouvrit la porte, Vasily fit un pas en avant et fixa longuement la femme allongée sur la table. Son visage ne trahissait aucune émotion, ni chagrin, ni soulagement, ni regret. « C'est elle » dit-il brièvement. « C'est ma femme. » Un des compagnons de Vasily, un homme d'une trentaine d'années avec une mâchoire carrée et un regard sévère, jeta un œil dans la chambre. « C'est bien Aline Sergueïevna » demanda-t-il. « C'est bien ça, Nicolas » confirma Vasily. « Ne doute pas. » Michaël remarqua à quel point Nicolas observait attentivement le corps. Son regard était professionnel, comme celui d'un homme habitué à vérifier les détails. Une vague de froid parcourut le dos de Michaël. Et s'il remarquait qu'Aline respirait? Et s'il soupçonnait quelque chose? Mais Aline jouait son rôle à la perfection. Elle restait totalement immobile, son visage pâle, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Même Michaël, qui connaissait la vérité, avait du mal à discerner les signes de vie. « Quand puis-je récupérer les documents » demanda Vasily.
Aujourd'hui après-midi, répondit Michael. Mais d'abord, nous devons régler la question des funérailles. Préférez-vous une inhumation ou une crémation? Vasili l'interrompit brusquement. Le plus vite possible. D'habitude, la procédure prend plusieurs jours. J'en ai besoin aujourd'hui. Vasili sortit une épaisse liasse de billets de son veston. Combien coûte une crémation urgente? Michael fit semblant de réfléchir. C'est assez compliqué d'organiser cela un jour de congé. Il faut appeler des spécialistes, préparer l'équipement. Combien? Répéta Vasili, sa voix prenant des tonalités menaçantes. 50 000 roubles, lâcha Michael, balançant le premier chiffre qui lui venait à l'esprit. Vasili, sans cligner des yeux, compta l'argent et le tendit à Michael. Tout doit être prêt d'ici ce soir. Vous pouvez garder l'urne ici. Je viendrai la chercher demain. Michael prit l'argent, s'efforçant de ne pas montrer que ses mains tremblaient. 50 000 roubles, c'est une somme considérable. Bien sûr, tout sera fait, promit-il. Vasili jeta un dernier regard sur le corps de sa femme, puis se détourna et se dirigea vers la sortie, suivi de ses compagnons. Je vous présente encore mes condoléances, dit Michael en les raccompagnant. Vasili s'arrêta à la porte et le regarda attentivement. J'espère que nous nous comprenons, dit-il doucement. Cette affaire nécessite de la délicatesse, bien sûr, acquiesça Michael. Une totale confidentialité. Les hommes partirent, et Michael sentit la tension se relâcher de ses épaules. Il attendit que la voiture s'éloigne, puis retourna rapidement dans la chambre numéro 7. Aline était déjà assise sur la table. Elle demanda un verre d'eau et prit le médicament que le médecin lui avait prescrit pour normaliser sa pression et son rythme cardiaque. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Il a payé 50 000 pour la crémation, » répondit Michael en montrant l'argent. « Il veut que tout soit prêt pour ce soir, idéalement. Maintenant, nous avons toute la journée pour organiser ma fuite. » Aline descendit de la table et, avec l'aide de Michael, se dirigea vers une chaise. « As-tu vu à quel point Nicolas Koulkov m'a observé ?» demanda-t-elle. « C'est la main droite de mon mari. Un homme très prudent. Il a soupçonné quelque chose? Non, il est juste habitué à tout vérifier. Mais maintenant, il est convaincu que je suis morte. » Aline se tourna vers Michael. « Maintenant, je dois sortir d'ici et me rendre à l'aéroport. J'ai un billet pour un vol à 20 heures. Ensuite, je serai à Almaty chez ma sœur. »« Et mon million ?» demanda Michael. Aline sourit et sortit un morceau de papier plié de sa poche. « Voici les coordonnées d'un compte bancaire en Suisse. Les mots de passe et les codes d'accès. Il y a 2 millions de roubles. La moitié pour toi, la moitié pour moi au début. » Michael prit le papier avec des mains tremblantes. 2 millions. Tu risques ta vie pour moi, dit-elle sérieusement. Si Vasili découvre la vérité, il nous tuera tous les deux. Tu mérites une belle récompense pour ce risque. Michael comprit qu'elle avait raison. Ils avaient tous deux mis leur vie en jeu. Si le plan échouait, ils seraient tous deux en danger. « Que dois-je faire après ton départ ?» demanda-t-il. « Rendre à mon mari l'urne avec n'importe quelle cendre. Dire que tout s'est bien passé. Dans un mois, tu pourras démissionner et commencer une nouvelle vie. » Aline resta 1 heure de plus dans le funérarium, reprenant des forces. « Maintenant, il faut que je sorte d'ici sans être vue. Je ne dois pas croiser quelqu'un qui pourrait me reconnaître. » Michael acquiesça. Le plan semblait simple et logique, mais il ne savait pas encore quelle surprise les attendait. Après le départ de Vasili Borokov, Aline se sentit plus confiante. La première partie du plan était réussie. Son mari croyait qu'elle était morte et avait payé pour la destruction rapide de son corps. Maintenant, restait la partie la plus difficile,
sortir discrètement du funérarium et se rendre à l'aéroport. Michael lui apporta des vêtements ordinaires, un jean, un pull et une veste qu'il avait empruntés à la femme de ménage du funérarium. Les vêtements étaient simples et ne suscitaient pas l'attention. C'était exactement ce qu'il fallait pour se déplacer discrètement en ville. « Je dois récupérer quelques affaires », dit Aline en se changeant. « Mes documents, de l'argent, mes billets. Tout est caché dans une consigne à la gare routière. » « Et si quelqu'un des hommes de ton mari surveille la gare routière ?» demanda Michael. « Normalement, non. Il pense que je suis morte. »« Pourquoi surveiller une morte ?» Aline s'approcha du miroir dans les toilettes du personnel du funérarium et examina attentivement son reflet. L'effet du médicament touchait à sa fin. Son visage avait retrouvé une couleur normale, mais elle avait encore l'air fatiguée et épuisée. « Je dois changer d'apparence, dit-elle. Au moins un peu. » Michael apporta des ciseaux du cabinet médical. Aline coupa ses longs cheveux bruns, les transformant en une coupe au carré. Ensuite, elle trouva des lunettes de soleil dans le sac de la femme de ménage et les mit. « Maintenant, j'ai l'air différente, dit-elle en se tournant vers Michael. « Tu penses qu'on peut me reconnaître ?» Difficilement, répondit-il honnêtement. Mais mieux vaut être prudent. Ils sortirent du funérarium par l'entrée du personnel. Michael conduisit Aline jusqu'à la gare routière dans sa vieille voiture, vérifiant constamment les rétroviseurs. Mais personne de suspect ne les suivait. Dans la consigne de la gare routière, Aline récupéra un petit sac à dos contenant ses documents et de l'argent. Il y avait aussi un passeport au nom d'Anna Sulimova, un document qu'elle avait commandé par l'intermédiaire de connaissances 6 mois auparavant. La qualité était excellente. Seul un expert pouvait faire la différence avec un vrai passeport. « Maintenant, je suis Anna Sulimova », dit-elle à Michael en lui montrant le document. « Aline Borokova est morte et dans quelques heures, elle se transformera en cendre. » Ils se dirigèrent vers un café près de l'aéroport pour attendre l'heure de l'enregistrement pour leur vol. Aline commanda 2 cafés et des sandwichs. Michael était assis près de la fenêtre, regardant nerveusement l'heure. « As-tu peur ?» demanda Aline. « Honnêtement ? » « Oui, » admit Michael. « Je n'ai jamais fait quelque chose de semblable. J'ai toujours vécu selon les règles, travaillé, payé mes impôts. »« Et maintenant, tu aides une femme à sauver sa vie », l'interrompit Aline. « Et tu reçois de l'argent qui changera ta vie pour le mieux. » Elle sortit un autre papier de son sac à dos. « Voici l'adresse et le numéro de téléphone de ma sœur à Almaty. Si tu as des problèmes, si mon mari te soupçonne, appelle ce numéro. Je t'aiderai comme je peux. » Michael prit le papier et le rangea dans son portefeuille. « Que dois-je faire de la crémation ?» demanda-t-il. « Vasily viendra chercher l'urne demain. »« Y a-t-il des corps non réclamés au funérarium ?» demanda Aline. « Il y en a un. Une vieille femme à peu près de ta taille et de ton poids. Pas de famille. Elle doit être crématisée aux frais de la ville la semaine prochaine. Alors, crématons-la aujourd'hui. Vasily recevra l'urne avec des cendres, et personne ne s'intéressera à qui appartiennent ces cendres. » Le plan semblait simple, mais Michael savait que le moindre détail pouvait tout faire échouer. Si Vasily voulait vérifier la procédure de crémation, si quelqu'un de ses collègues posait des questions sur une crémation urgente un jour de congé. « Arrête de te faire du souci, » dit Aline, remarquant son anxiété. « Le plus dur est derrière nous. Dans 2 heures, je serai dans l'avion, et tu seras plus riche d'1 million de roubles. » Michael acquiesça. C'était une somme énorme pour lui. À 18 heures, ils partirent pour l'aéroport. Aline s'enregistra pour son vol sous le nom d'Anna Sulimova, et il n'y eut aucun problème. Les documents passèrent la vérification. Le billet était en règle. « Dans une demi-heure, l'embarquement commencera », dit-elle à Michael alors qu'ils étaient assis dans la salle d'attente.
Bientôt, tout sera fini. Michael regardait cette femme qui avait bouleversé sa vie en une seule journée. Hier encore, il était un simple agent de santé au funérarium, et aujourd'hui, il était complice d'une affaire complexe. Mais l'argent qu'il allait recevoir valait le risque. Svetlana allait enfin obtenir ce qu'elle méritait. Katia pourrait entrer dans une université prestigieuse, et lui-même. Il se sentirait enfin, après tant d'années, comme un homme accompli. L'embarquement pour le vol Moscou-Almaty est maintenant annoncé, annonça le haut-parleur. Aline se leva et prit son sac à dos. C'est l'heure, dit-elle. Michael, merci pour tout. Tu m'as donné une seconde chance dans la vie. Ils s'enlacèrent comme de vieux amis. Bonne chance, Aline, dit Michael. Ou plutôt Anna, maintenant. Aline Borokova était morte la veille au soir. Elle se dirigea vers la porte d'embarquement, mais soudain, elle s'arrêta et se retourna brusquement. Son visage avait blêmi. Michael, murmura-t-elle, nous avons un problème. Michael suivit son regard et aperçut un visage familier. Nicolas Koulkov, la main droite de Vassili Borokov, se tenait au comptoir d'information, scrutant attentivement la salle d'attente. À ses côtés se tenait un autre homme, mince et musclé, avec des traits de visage aigus. Comment pouvait-il être ici? Murmura Michael. Je ne sais pas, Aline mit rapidement la capuche de sa veste et baissa la tête. Peut-être une coïncidence? Mais Michael comprit. Peut-être que le plan avait été découvert. Il semblait que Vassili avait soupçonné quelque chose depuis le début. Ou peut-être avait-il simplement omis un détail important. Que va-t-on faire? Demanda Michael. Je dois prendre cet avion, dit Aline avec fermeté. C'est ma seule chance. Mais Nicolas Koulkov les avait déjà remarqués. Son regard s'attarda sur la silhouette de la femme en veste à capuche, et Michael vit l'homme sortir son téléphone. Leur plan s'effondrait sous leurs yeux. Nicolas Koulkov était à l'aéroport depuis une demi-heure, étudiant attentivement les visages des passagers. Le matin, après sa visite au funérarium, une inquiétude l'avait envahi. En 20 ans de travail aux côtés de Vassili Borokov, il avait appris à faire confiance à son intuition, et celle-ci lui disait que quelque chose n'allait pas. Vassili avait trop bien pris la mort de sa femme. Nicolas connaissait son patron. Il ne pardonnait pas la trahison. Même si Aline était morte de cause naturelle, Vassili devait être en colère contre elle pour ses tentatives de divorce, pour les problèmes qu'elle avait causés. Mais au lieu de colère, il n'y avait que froide indifférence et le désir de se débarrasser du corps le plus rapidement possible. Ce qui troublait encore Nicolas, c'était le comportement du sanitaire au funérarium. L'homme était plus nerveux qu'il ne le fallait dans une telle situation. Bien sûr, rencontrer un criminel pouvait effrayer un homme ordinaire, mais dans la nervosité de Michael, il y avait autre chose. Nicolas, un enquêteur aguerri, avait toujours eu un instinct aiguisé pour déceler les mensonges. Après avoir appris la mort d'Aline Borokov, il avait décidé de vérifier certains détails. Un ami médecin lui avait confié que, dans le cas d'un arrêt cardiaque soudain chez une jeune femme, des examens plus approfondis étaient généralement effectués. Pourtant, dans le cas d'Aline, tout avait été expédié rapidement, le diagnostic avait été posé sans hésitation, et le corps avait été envoyé aux morgues sans autopsie. 2 semaines auparavant, Nicolas avait surpris une conversation où Aline parlait de billets pour le Kazakhstan. À l'époque, il avait pensé que c'était le simple ramage d'une femme en colère. Mais maintenant, il se demandait si elle n'avait pas orchestré sa propre disparition. Si ses soupçons étaient fondés, elle tenterait de fuir vers Almaty, où sa sœur était la seule personne en qui elle avait confiance. Accompagné de son assistant, Stepan Spika, Nicolas se rendit à l'aéroport. Ils se séparèrent pour scruter la salle d'attente, espérant apercevoir un visage familier. C'est alors qu'il remarqua une femme en capuche, se tenant près d'un homme d'âge moyen.
Quelque chose dans sa posture lui semblait familier. Nicolas sortit son téléphone et appela Vassili. « Patron, je suis à l'aéroport, » annonça-t-il, les yeux rivés sur le couple. « Il semblerait que votre femme ne soit pas aussi morte que nous le pensions. »« De quoi parles-tu » répondit Vassili, l'étonnement dans sa voix. « Dans la salle d'attente pour Almaty, il y a une femme qui ressemble beaucoup à Aline. Ses cheveux sont plus courts, elle porte des lunettes, mais sa démarche et sa silhouette sont les mêmes. »« Es-tu sûr ? » ?»« À 80%. »« Je vais vérifier. » Nicolas se dirigea vers le comptoir d'enregistrement. Grâce à ses contacts dans la sécurité de l'aéroport, il obtint une photo d'Anna Sulimova, qui était en réalité Aline Borokov. Reconnaissant son visage, il retourna à l'appel. « Patron, c'est elle. Aline est vivante et essaie de fuir au Kazakhstan. » Un silence pesant s'installa au bout du fil, puis Vassili, d'une voix grave, ordonna « Retiens-la à tout prix. »« J'arrive. » Nicolas fit signe à Stepan, et ils se rapprochèrent du couple. Mais Aline, réalisant qu'il s'approchait, se retourna brusquement vers son compagnon. Nicolas aperçut la peur sur son visage. Elle comprit que son plan était compromis. Elle attrapa la main de l'homme et se dirigea vers les portes d'embarquement, mais Nicolas et Stepan étaient déjà là, bloquant leur chemin. « Aline, » dit Nicolas poliment. « Quelle surprise !»« Nous pensions que vous étiez mort, » rétorqua Aline en retirant sa capuche et ses lunettes. Fuir n'avait plus de sens. Elle était désormais reconnue et encerclée. « Quelle coïncidence de vous croiser ici !» ajouta Nicolas avec un sourire ironique. « Surtout pour une morte. D'ailleurs, qui est votre compagnon ? » « C'est Mikhaïl Cousin, » répondit Aline. « Un ami, un agent du morgue. » Nicolas observa attentivement Mikhaïl. Il comprit alors qu'ils avaient mis en scène une véritable comédie. Stepan se plaça derrière Aline et Mikhaïl, bloquant toute possibilité de fuite. La situation devenait critique. « Écoutez, » commença Mikhaïl, « je ne savais pas. »« Tais-toi » l'interrompit brusquement Nicolas. « Ce n'est pas le moment pour des excuses. » Il reprit son téléphone et appela Vassili. « Patron, elle est ici. »« Aline est le gars du morgue. »« Oui, celui qui devait la crématiser. »« Que faire d'eux ?» Aline, entendant la conversation, comprit que le temps pressait. Dans quelques minutes, Vassili serait là, et leur chance de s'en sortir s'évanouirait. « Nicolas, » proposa-t-elle, « parlons comme des gens civilisés. Je peux vous faire une offre. »« Quelle offre ?» demanda Nicolas, méfiant. « J'ai des informations sur toutes les affaires de Vassili des 15 dernières années, documents, enregistrements, photos, tout ce qui pourrait l'envoyer en prison pour longtemps. » Nicolas fronça les sourcils. Il savait qu'Aline avait été proche de Vassili et pouvait effectivement détenir des informations compromettantes. « Et que proposez-vous ? » « Laissez-nous partir, et je vous donnerai des copies de tout cela. Vous pourrez les utiliser pour le faire chanter ou les vendre à ses concurrents. Dans tous les cas, vous gagnerez plus d'argent que ce que vous avez gagné avec lui. » Mais Nicolas secoua la tête. « Aline, vous ne me connaissez pas bien. Je ne trahis pas ce que je sers. Et le patron me paie très bien pour ma loyauté. » Comprenant que les négociations étaient inutiles, Aline décida d'agir. Elle cria soudain, « Police ! Au secours ! Ces hommes me poursuivent. » Les gens dans la salle d'attente se retournèrent. Aline réussit à se dégager de l'emprise de Stepan et courut vers le poste de police de l'aéroport. « Aidez-moi » cria-t-elle. « Ces hommes veulent me kidnapper. » Nicolas et Stepan réalisèrent qu'attirer l'attention était dangereux. L'aéroport était truffé de caméras et de témoins. Ils reculèrent, observant alors que 2 policiers se précipitaient vers Aline. Mikhaïl profita de la confusion pour se diriger également vers les policiers. Pour l'instant,
ils étaient en sécurité, mais Nicolas sortit son téléphone pour informer Vassili de la tournure des événements. Aline avait gagné du temps, mais le jeu était loin d'être terminé. 4 policiers arrivèrent au poste de sécurité. Aline tenait fermement la main d'un jeune sergent. « Officier, aidez-moi, disait-elle, haletante. Ces 2 hommes me poursuivent. » Le sergent jeta un coup d'œil à Nicolas et Stepan, qui se tenaient à distance. « Vous connaissez ces personnes ? demanda-t-il. « Ce sont les hommes de mon mari, expliqua Aline. Il m'a menacé de mort si je demandais le divorce. J'essayais de m'échapper, mais ils m'ont retrouvé. » Mikhaïl s'approcha du groupe de policiers. « Officier, je suis témoin, dit-il. Ces hommes poursuivaient vraiment cette femme. » Le policier senior, un capitaine d'âge moyen, s'approcha de Nicolas et Stepan. « Vos documents, ordonna-t-il. Nicolas sortit son passeport et le tendit au policier. Stepan fit de même. Nicolas Koulkov, lut le capitaine. « Que faites-vous à l'aéroport ? » Nous accompagnons des amis, répondit calmement Nicolas. Cette femme semble nous avoir confondus avec quelqu'un d'autre. Je ne les confonds pas, s'exclama Aline. Ce sont les hommes de Vassili Borokov, mon mari. Ils travaillent pour lui depuis des années. Le capitaine observa Aline avec attention. Puis-je voir vos documents ? Aline sortit son passeport au nom d'Anna Sulimova. Le policier examina le document, comparant la photo à son visage. Anna Sulimova, dit-il. Mais vous affirmez que votre mari est Vassili Borokov, c'est votre nom de jeune fille ? Après le divorce, je l'ai récupéré, répondit rapidement Aline. Le capitaine, un policier expérimenté, sentait qu'il y avait beaucoup de non-dits dans cette histoire. Mais formellement, il ne voyait aucune infraction. Répondez, s'adressa-t-il à Nicolas. Avez-vous réellement poursuivi cette femme ? Bien sûr que non, répondit Nicolas. Nous attendions notre vol. Si elle se sent menacée, qu'elle porte plainte. Êtes-vous prête à porter plainte ? demanda le capitaine à Aline. Elle comprit qu'elle se trouvait dans une situation délicate. Porteur plainte signifierait une enquête officielle, une vérification de ses documents, et des questions sur la provenance de son passeport au nom d'une autre personne. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Oui, je suis prête, dit-elle. Mon mari m'a menacée de mort. J'ai des preuves. Alors vous devez vous rendre au poste pour déposer une plainte formellement, dit le capitaine. Et vous, il se tourna vers Nicolas et Stepan, vous pouvez partir. Mais si la plainte est confirmée, nous vous retrouverons. Vos informations ont été enregistrées. Nicolas acquiesça et s'écarta, sortant son téléphone. Aline remarqua qu'il composait un numéro, probablement celui de Vassili. « Officier, dit-elle au capitaine, puis-je d'abord envoyer un message à un ami ? Il doit savoir où je suis. » Le capitaine acquiesça. Aline écrivit rapidement un SMS à Mikhaïl, « Nous avons été découverts. Fuis et cache-toi immédiatement. Envoie-moi l'adresse de ta cachette. J'attends un message. » Mikhaïl lut le message et hocha discrètement la tête. Il comprenait qu'il devait disparaître le plus vite possible. Pendant que les policiers s'occupaient de la situation, il s'éloigna silencieusement vers la sortie de l'aéroport. Aline fut placée dans une voiture de police et emmenée au poste. En route, elle réfléchissait à la manière de retourner la situation à son avantage. Son plan d'évasion avait échoué, mais elle avait encore un atout, des documents compromettants sur Vassili. Au poste de police, elle fut conduite dans une salle d'interrogatoire. Le capitaine, qui se présenta comme André Viktorovitch Fedosev, s'assit à la table en face d'elle. « Alors, Anna Sulimova, commença-t-il. Parlez-moi en détail de vos problèmes avec votre mari. » « J'ai été mariée à Vassili Borokov pendant 15 ans, commença Aline. Au début,
Il semblait être un homme d'affaires ordinaire, mais j'ai découvert qu'il était impliqué dans des affaires criminelles. Le capitaine haussait un sourcil. Vassili Borokov, celui qui possède une chaîne de restaurants? Oui, c'est lui. Les restaurants ne sont que la partie légale de ses affaires. Ses revenus proviennent d'autres activités. Quelles activités, par exemple? Aline prit quelques secondes pour peser ses mots. Extorsion, blanchiment d'argent, meurtre commandité. J'ai vécu 15 ans à ses côtés et je sais plus de choses sur ses affaires que je ne voudrais. Le capitaine Fedosev la regardait attentivement. Avez-vous des preuves de ces accusations? Oui, affirma Aline avec détermination. Des documents, des enregistrements de conversation, des photos, tout ce qu'il faut pour ouvrir une enquête criminelle. Et où sont ces matériaux? Dans un endroit sûr. Je les remettrai à la police, mais seulement si vous me garantissez une protection. Vassili a déjà tenté de me tuer, et après ce qui s'est passé aujourd'hui, il essaiera encore. Le capitaine se laissa tomber en arrière dans son siège. Vous comprenez, Madame Sulimova ou Borokov? Votre histoire est intéressante, mais pour l'instant, ce ne sont que des mots. Les disputes familiales ne sont pas notre spécialité. Si vous avez des preuves réelles de l'activité criminelle de votre mari, c'est une autre affaire. J'ai des preuves, répéta Aline. Mais d'abord, j'ai besoin de garanties de sécurité. À ce moment-là, un officier de service entra dans la pièce. Capitaine, dit-il, dans la salle d'attente, Vassili Borokov vous attend. Il dit que sa femme a disparu et qu'il veut porter plainte. Aline sentit son cœur s'arrêter. Vassili l'avait retrouvée ici. Maintenant, elle allait devoir faire face à son mari, et cette rencontre pourrait être la dernière de sa vie. Faites-le entrer, ordonna le capitaine. Voyons ce que M. Borokov a à dire sur ses problèmes familiaux. Aline savait que dans quelques minutes, l'homme qui voulait sa mort entrerait dans le bureau. Seuls les policiers pouvaient maintenant se dresser entre elle et sa fin. Vassili Borokov entra dans le bureau du capitaine Fedosev, affichant l'air d'un mari inquiet. Il était vêtu d'un costume sombre et élégant, se tenant avec assurance, mais son visage trahissait une fausse expression d'inquiétude. En voyant Aline, il feignit la surprise et le soulagement. « Aline, s'exclama-t-il. Dieu merci, tu es vivante. Je pensais que quelque chose de terrible t'était arrivé. » Aline le regardait, stupéfaite par ses talents d'acteur. Ce matin encore, il se tenait au-dessus de son corps sans vie, indifférent, ordonnant sa crémation, et maintenant il jouait le rôle du mari aimant. « Vassili Borokov, dit le capitaine Fedosev. Votre femme affirme que vous lui avez menacé de mort. » Vassili s'assit sur une chaise à côté d'Aline, la regardant avec un air de regret. « Officier, ma femme est malade, dit-il d'un ton triste. Elle souffre d'un trouble mental. Elle est sous traitement psychiatrique. C'est un mensonge, s'écria Aline. Je ne souffre d'aucun trouble mental. Aline, ma chérie, dit Vassili d'une voix douce. Tu te souviens du docteur Klimova? Elle t'a prescrit un traitement. Vassili sortit de sa veste quelques documents qu'il tendit au capitaine. Voici un certificat de la clinique psychiatrique, expliqua-t-il. Diagnostic, trouble paranoïaque avec une manie de persécution. Ma femme croit que moi et mes employés voulons la tuer. Le capitaine Fedosev examina les documents. Les certificats semblaient officiels, avec des tampons et des signatures. Selon ces papiers, votre femme est effectivement suivie par un psychiatre, dit-il à Aline. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Aline comprit qu'elle était tombée dans un piège. Vassili avait anticipé un tel développement des événements. Des faux certificats de médecins corrompus étaient monnaie courante dans ce milieu. Abonnez-vous à la chaîne de